Bonsoir tout le monde et bienvenue au Zoom session 6 de la FADIMAC. Nous avons bien développé plusieurs des sujets qui avaient été proposés et nous sommes à notre 6e édition. Et certes, nous attendons toujours l'arrivée des autres participants. Cependant, pour ceux-là qui sont présents, nous aurons encore 2 autres émissions qui sont surtout dirigées vers le monde médical. Et même si nous avons des habitués qui suivent avec nous. Cependant, et pour le mois de juillet, nous avons quand même une surprise pour tous les patients diabétiques affiliés ou non à la FADIMAC. Pendant le mois de juillet, nous aurons des sujets à leur portée et certainement qui les intéresseront pour une meilleure prise en charge de leur santé. Nous avons aujourd'hui, et comme je vais vous présenter les participants, les orateurs. Cependant, avant, pour ceux-là qui nous suivent, qui sont déjà branchés, nous avons la possibilité, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@fadimac.org ou fadimac@hotmail.com. Et là aussi, un autre point pour la rencontre avec nous, c'est que pour les questions, vous pourrez nous rejoindre et poser les questions dans l'icône qui est écrit Q et A pour Question and Answer. Et là, ce sera plus facile pour nous de nous répondre. Le chat est réservé uniquement à un problème, si vous avez un problème pour entendre, si vous ne voyez pas bien. Et là, aujourd'hui, on a mis toute la technologie à votre service pour que les problèmes des autres émissions ne soient pas présents à l'émission d'aujourd'hui. Donc là, nous allons tout de suite présenter nos participants d'aujourd'hui, ceux-là qui font partie du panel d'aujourd'hui. Donc, vous avez votre serviteur, moi, le docteur Nancy Charles-Larco. Je suis interniste et diplômée aussi en maladie métabolique. Et aussi, je suis la directrice exécutive de la FADIMAC. Nous aurons avec nous aussi le docteur Ruth Myrtil Laferrière comme une première et je la remercie d'emblée pour avoir accepté spontanément à notre invitation. Donc, le docteur Laferrière a étudié à l'UNDH, l'Université Notre-Dame d'Haïti, de 2003 à 2010. Elle a ensuite fait sa spécialisation en médecine interne à l'hôpital La Paix de 2013 à 2016. Et aussi, elle a été en Belgique faire sa spécialisation en néphrologie à l'hôpital Saint-Luc. Présentement, elle est un médecin attaché à l'hôpital Espoir et comme interniste et néphrologue. Et elle a aussi sa clinique privée. Elle enseigne aussi à l'UNDH, donc elle remet à l'alma mater ce qu'elle a y appris depuis 2012. Donc, bienvenue, docteur Laferrière, à notre panel. Nous avons aussi le docteur Jean-Hénol Buteau, qui est un vieillot de notre connaissance, un très bon ami, supporter de la FADIMAC, toujours disponible à monter le niveau. Donc, le docteur Buteau est néphrologue, interniste et néphrologue. Donc, il a étudié en Argentine et là, il a fait sa médecine interne à l'hôpital Misericordia et par la suite, il a fait sa néphrologie à l'hôpital Cordoba et il est retourné en 1988 en Haïti où il a ouvert sa clinique privée et depuis lors, il est aussi enseigné à l'Université d'État d'Haïti. Le docteur Jean-Hénol Buteau a créé l'Institut haïtien de néphrologie où c'est l'entité est toujours existante parmi les premières les premiers centres de dialyse en Haïti. Donc, merci encore, docteur Buteau, de ta participation. Et ensuite, nous avons le docteur Stanley Jérôme qui va clôturer la présentation. Le docteur Jérôme est aussi attaché à la FADIMAC. Il a fait son étude à l'UNDH, Université Notre-Dame d'Haïti, et il a eu une formation de 3 ans à l'INDEN, donc Instituto Nacional de Diabetes y Endocrinología, et en République dominicaine, et il nous est retourné l'année dernière avec de bonnes connaissances. Donc là, sans plus tarder,
je vous présente donc le plan que nous aurons. Donc, j'introduirai avec les généralités sur le diabète et les reins et parler un petit peu de l'histoire naturelle de la maladie rénale, mais c'est vraiment le docteur Laferrière qui parlera des manifestations et du diagnostic de la néphropathie diabétique et le docteur Buteau de l'approche du patient diabétique avec surtout la prévention. C'est extrêmement important dans notre pays où tout le monde n'a pas accès aux dialyses, même dans des centres publics qui en dispensent, il faut avoir de l'argent pour pouvoir avoir une dialyse. Donc, c'est vous dire que nous, comme médecins, nous avons comme obligation de vraiment faire la prévention avec nos patients. Donc, en matière pour la néphropathie diabétique, c'est l'une des maladies les plus qu'entraîne le diabète. Il y en a d'autres, certes, mais aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur la néphropathie diabétique. Et pour nos profanes qui suivent, au fait, c'est la maladie rénale qui est causée par le diabète. Et au fait, cette maladie demeure la cause la plus courante de l'insuffisance rénale terminale aux États-Unis et dans la majorité des pays. Il en est de même en Haïti, bien que certaines études attribuent à l'hypertension le nombre plus important d'insuffisants rénaux. Et c'est vrai que la néphropathie diabétique évolue toujours, souvent vers l'insuffisance rénale. Et en matière d'épidémiologie, étant donné que cette néphropathie découle du diabète, il faut voir qu'elle va certainement augmenter puisque le nombre de diabétiques augmente. Donc, nous avons actuellement le diabète de type 2 est une véritable épidémie mondiale. En 2019, la Fédération internationale de diabète accusait déjà 463 millions d'adultes entre 20 et 79 ans qui vivent avec le diabète et il prévoit que s'il n'y a pas de prévention, de campagne continuelle de prévention, eh bien là, on risque d'atteindre le chiffre de 700 millions d'ici 2045. Le nombre de diabétiques de type 2 donc, augmente et en majorité dans les pays à revenus bas et moyens, donc nous sommes concernés. Environ 15 à 30% des diabétiques développent donc cette néphropathie diabétique après 10 à 15 ans de diabète. Je dois dire que dans mon expérience où j'ai des patients de 50 ans, de 30 ans, de 20 ans de diabète, beaucoup d'entre eux, jusqu'à présent, ne présentent aucune atteinte rénale, même pas de microalbuminurie, grâce à leur contrôle et leur prise en charge personnelle et par leur équipe soignante. Et en France et aux États-Unis, parmi les patients qui arrivent en dialyse, 40% sont des diabétiques. En Haïti, selon une étude qu'avait fait notre ami le docteur Audi Métayer, 28% des patients en hémodialyse au niveau de l'hôpital général où il avait fait cette étude ont développé une néphropathie qui ont abouti vers l'insuffisance rénale. Et le risque cardiovasculaire est un élément extrêmement important, multiplié par 3 chez les patients diabétiques qui ont une filtration glomérulaire diminuée inférieure à 60 ml par minute. Et ça, c'est l'étude Advance qui en parle. Avant de céder la parole au docteur Laferrière, certes, elle va vous parler de cette planche, mais je voulais attirer votre attention sur le fait que dans la deuxième colonne, où vous voyez lorsque le diagnostic du diabète est fait, eh bien, lorsque vous voyez que on a le temps de rattraper, d'améliorer notre patient pendant les 10 à 15 premières années. Donc, nous, médecins, comme je le disais au début, nous avons pour obligation de faire les investigations appropriées pour pouvoir déterminer si notre patient est à risque, s'il a un début, une microalbuminurie et aussi poser les actes en matière thérapeutique. Le docteur Buteau en parlera pour pouvoir empêcher à ce que nos patients arrivent en insuffisance rénale. Moi, je crois que c'est une satisfaction lorsque nous avons des patients qui n'y arrivent pas, mais aussi c'est une peine et une frustration d'avoir des patients que nous suivons qui sont en début d'insuffisance rénale et on sait quel sera l'exidus. On peut ralentir à ce moment-là, mais on ne peut pas empêcher l'évolution vers l'insuffisance rénale, qui est quand même un problème assez sérieux et qui malheureusement n'est pas pris de façon consciencieuse et continue par nos responsables. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au docteur Ruth Laferrière et bienvenue Ruth à notre panel.
de ce diagnostic car il existe. Bonsoir à tous, je suis le docteur Laferrière et je vais poursuivre avec vous cette série sur le diabète et les maladies rénales en vous parlant des manifestations et du diagnostic. Nous verrons donc ensemble les notions suivantes, les manifestations cliniques et paracliniques, le diagnostic et les diagnostics différentiels et nous terminerons par la présentation de cas cliniques. La néphropathie diabétique est un diagnostic surtout clinique ou alors on peut dire que c'est un diagnostic de présomption et comme vous le constatez, la biopsie rénale est rarement pratiquée pour la confirmation de ce diagnostic car il existe des critères qui peuvent amener à l'évoquer. Voici ces critères sans plus tarder. Vous voyez une albuminurie persistante supérieure ou égale à 30 mg par jour ou mg par gramme, selon qu'on utilise respectivement les urines de 24 heures ou alors un spot urinaire, donc un simple échantillon urinaire, et ou la diminution persistante d'un débit de filtration glomérulaire estimé inférieur à 60 ml par minute pendant au moins 3 mois, ce qui garantit la chronicité de cette albuminurie. Mais comme vous le constatez, il existe des patients dont le débit de filtration glomérulaire est réduit avec une albuminurie inférieure à la valeur indiquée ci-dessus, mais avec quand même des résultats histopathologiques compatibles avec une néphropathie diabétique, ce qui s'explique justement par la diminution du débit de filtration glomérulaire qui donne moins de possibilités à l'albumine de passer dans les urines et donc d'être détectable à la valeur attendue. Un autre critère, c'est la durée d'évolution du diabète ou alors le diagnostic d'une rétinopathie diabétique. Chez les diabétiques de type 1, on considère qu'une durée de 5 ans est suffisamment longue pour évoquer une néphropathie diabétique. Chez les diabétiques de type 2, c'est un peu plus délicat parce que la pathologie évoluant un petit peu insidieusement, il n'est pas impossible de déjà avoir un patient avec néphropathie diabétique le jour même où à la consultation, on arrive à pouvoir identifier la présence du diabète. Donc, c'est la raison pour laquelle, une fois que la rétinopathie diabétique est là, même si la durée du diabète paraît courte, vu le moment auquel on a pu diagnostiquer ce diabète, eh bien, on peut évoquer la néphropathie diabétique. Et vous comprenez aussi qu'un mauvais contrôle de la glycémie et un mauvais contrôle de la pression artérielle, si le patient est déjà hypertendu, augmente la probabilité que la maladie rénale soit due au diabète. Un troisième critère qui est assez intéressant, c'est le fait de ne pas évoquer de néphropathie diabétique si jamais on a des éléments, des arguments qui tendraient à prouver qu'il y a une autre pathologie qui a attaqué les reins. Et ces arguments, par exemple, c'est une albuminurie sévèrement élevée, supérieure à 300 mg par jour ou mg par gramme selon la façon dont on a examiné le spécimen, dans les 5 ans qui suivent l'apparition du diabète de type 1 ou une albuminurie qui est sévèrement élevée pendant de nombreuses années avant l'apparition du diabète de type 2, si bien sûr la date d'apparition est connue. Car l'on considère classiquement que l'albuminurie ne survient pas avant une dizaine d'années si le patient est discipliné et donc a un contrôle glycémique raisonnable. Et on dit aussi que la protéinurie de type néphrotique est atypique en cas de diabète de moins de 10 à 15 ans. La présence de globules rouges dans les urines, surtout des globules rouges dysmorphiques qui montrent le passage de ces globules rouges à travers la membrane glomérulaire, ou bien alors la présence de globules blancs en quantité importante, mais sans vraiment d'autres arguments en faveur d'une infection urinaire qui montrerait plutôt une origine interstitielle de la néphropathie. Donc, si on a ces critères, on ne peut pas évoquer vraiment de néphropathie diabétique. La présence également d'une autre maladie systémique qui peut attaquer les reins, comme par exemple un lupus érythémateux systémique, même si le patient a des chiffres glycémiques élevés associés, on a plus tendance à considérer que c'est le lupus qui a attaqué les reins et non pas le diabète en soi, le diabète tout seul.
Une augmentation soudaine de l'albuminurie ou bien un déclin très rapide du débit de filtration glomérulaire, donc en particulier si nous donnons des chiffres, en particulier une augmentation soutenue de l'albuminurie de plus de 5 à 10 fois sur une période de moins de 1 à 2 ans, avec un déclin du débit de filtration glomérulaire de plus de 5 ml par minute par an. Tous ces éléments-là font dire que ce n'est pas la néphropathie diabétique qui gagne du terrain, mais bien une autre pathologie qu'il faudra rechercher. La biopsie rénale chez ce patient diabétique, eh bien justement, vous le savez, la biopsie rénale permet d'avoir des informations sur le diagnostic classiquement, mais la biopsie rénale permet aussi d'avoir des informations sur le pronostic si l'on considère, selon la carotte, les structures rénales identifiées à l'examen anapathologique. Et vous voyez que lorsqu'on peut avoir une biopsie rénale, on peut examiner le degré d'atteinte glomérulaire, le degré de fibrose interstitielle, et selon ces informations-là, on peut dire, voilà, c'est un patient dans un avenir plus ou moins proche qui aura une insuffisance rénale terminale et donc qui aura besoin de dialyse ou bien de transplantation rénale si dans le pays où il est, il y a cette possibilité-là. Mais vous comprenez aussi que lorsque, par exemple, il y a trop de fibrose, qu'il n'y a pas assez de structure normale, entre guillemets, pour poser un diagnostic, et bien dans ces cas-là, on ne peut que parler du pronostic et pas vraiment établir un diagnostic. Et certaines fois, dans ces biopsies, on peut observer une nécrose tubulaire aiguë qui peut être soit réversible, soit malheureusement irréversible. Je partage avec vous dans le point 3 dans les sources cette étude que j'ai trouvée assez intéressante parce que cela concerne un centre qui réalisait des biopsies rénales uniquement si un diagnostic alternatif à la néphropathie diabétique était suspecté, mais vous voyez que quand même dans 29% des cas, ils avaient uniquement des lésions compatibles avec une néphropathie diabétique à l'examen histopathologique. Alors que l'autre centre qui faisait des biopsies rénales seulement chez les patients pour lesquels il pensait fortement à une néphropathie diabétique, et bien justement, vous voyez que chez ces patients-là, 33% de ces patients avaient un autre diagnostic, donc qui n'était pas la néphropathie diabétique et peut-être à côté duquel on serait passé si la biopsie n'avait pas été réalisée. Donc ici, nous voyons la classification de la néphropathie diabétique en se basant un peu sur les stades du diabète, certes, mais vous voyez que ces stades sont un peu apparentés au stade classique d'insuffisance rénale chronique, selon ici le débit de filtration glomérulaire selon Kadoki. Et vous voyez ici à quel moment on parle de microalbuminurie, c'est lorsque l'albuminurie est entre 30 à 300 mg par 24 heures. Et bien sûr, on parle de macroalbuminurie lorsque cette albuminurie est supérieure ou égale à 300 mg par 24 heures. Et au stade 5, c'est carrément l'insuffisance rénale terminale. Il existe une deuxième classification, toujours selon Mugensen, où cette fois-ci, on introduit un petit peu la durée d'évolution du diabète, comme vous le voyez ici. On parle aussi au stade 1 et au stade 2 des lésions, de la possibilité d'avoir soit des lésions histologiques silencieuses au stade 2, soit d'avoir des lésions plutôt hypertrophiées au stade 2. Et vous voyez qu'une fois qu'on a franchi le stade 3, on franchit le seuil de réversibilité et on atteint le stade 4 avec une protéinurie permanente et bien sûr le stade 5 est le stade d'insuffisance rénale terminale. Ici, c'est un tableau assez intéressant en ce sens où vous voyez que c'est justement cette classification en fonction de l'évolution de la durée du diabète se tient surtout pour le diabète de type 1. Et vous voyez que cette fois-ci, on introduit l'apparition de l'hypertension artérielle. Ici, là, on parle de pression artérielle normale haute pour le stade 3. Mais au stade 4, on dit qu'il y a une hypertension artérielle chez 75% des patients. Et vous vous rappelez, on parlait du syndrome néphrotique tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a 10% des patients qui vont développer un syndrome néphrotique à 10-18 ans d'évolution de diabète de type 1.
Et bien sûr, le stade 5, c'est le stade où on a besoin de dialyse et ou de transplantation rénale avec ou sans transplantation pancréatique, puisque c'est le stade terminal. Et justement, pour faire le pendant à cette classification, vous voyez que dans le diabète de type 2, donc il n'y a pas vraiment de durée bien déterminée. La durée pour l'évolution clinique du diabète est parallèle un petit peu à l'abscisse. Donc c'est à cause de ce que je vous ai dit, de la possibilité de l'évolution insidieuse du diabète de type 2. Et vous voyez aussi que l'hypertension artérielle également s'étale dans le temps, parce qu'il est tout à fait possible d'avoir une hypertension artérielle qui évolue parallèlement à ce diabète, puisqu'on ne sait pas toujours très bien depuis quand ça a commencé. Vous voyez ici des images montrant ici on a un glomérule normal. Ici, vous avez une expansion du mésangiome sans nodule classique, alors que là, où se trouve la flèche, vous avez le fameux nodule de Kimmel-Steele-Wilson qui est caractéristique de la néphropathie diabétique. Et ici, vous avez malheureusement un glomérule où il y a un tissu fibrotique. Donc, dans un glomérule pareil, on peut surtout avoir le pronostic de l'évolution de l'insuffisance rénale et pas poser vraiment un diagnostic de néphropathie diabétique. Il existe plusieurs diagnostics différentiels à la néphropathie diabétique. Par exemple, les dysprotéinémies comme l'amyloïdose et les dépôts d'immunoglobulines monoclonales, surtout les chaînes légères kappa, les dépôts glomérulaires de nature fibrillaire ou autres, les glomérulonéphrites membranoprolifératives de type 1, les conditions ischémiques ou hypoxiques chroniques, comme par exemple en cas d'artérite de Takayasu avec sténose d'artère rénale ou de pathologie cardiaque congénitale cyanotique. Et on peut aussi avoir une glomérulosclérose nodulaire dans un contexte. Mais heureusement, il existe la possibilité, avec certains éléments cliniques, avec certains éléments anamnéstiques, de pouvoir penser de ces pathologies-là et donc de donner aux patients la possibilité d'effectuer des examens paracliniques plus approfondis pour pouvoir diagnostiquer ces différentes pathologies. Par exemple, pour l'amyloïdose, c'est possible d'avoir un patient, par exemple, avec une macroglossie, d'avoir une attaque cardiaque, et si la personne qui a fait l'échocardiographie est suffisamment habile, elle peut dire qu'il y a une suspicion d'amyloïdose cardiaque. Donc, chez un patient pareil, par exemple, si un néphrologue reçoit un patient pareil, il sera intéressé à faire des examens plus poussés pour pouvoir diagnostiquer une éventuelle amyloïdose rénale et non pas se contenter de parler de néphropathie diabétique si ce patient a aussi un diabète associé. Donc, nous terminons par ce cas clinique. Donc, c'est une demande d'avis que j'ai reçue le 27 octobre 2020. Malheureusement, je n'ai jamais pu voir la patiente moi-même parce qu'elle ne m'a pas vue en consultation. Donc, c'est une consoeur qui m'a présenté une patiente de 21 ans qui était diabétique connue depuis l'âge de 12 ans, donc un diabète qui évoluait depuis 9 ans, qui avait déjà bénéficié de 2 séances de dialyse remontant à 4 mois pour un syndrome œdémato-ascitique, et vu la normalisation du bilan rénal et de l'état clinique, le médecin qui avait posé l'indication de dialyse avait dit au patient qu'elle n'avait plus besoin, à la patiente, pardon, qu'elle n'avait plus besoin de séance de dialyse. Mais cette patiente avait à la revue fonctionnelle des appareils, surtout une hypersialorée, un vomissement postprandial, une douleur épigastrique. Donc, à cause de l'hypersialorée et de la douleur épigastrique, ma consoeur avait surtout penché pour une gastrite à H. pylori et était en train de faire le traitement. Mais cette patiente avait aussi un prurit généralisé et une asthénie. Et cette asthénie s'expliquait en partie par une anémie que la patiente présentait, mais le prurit généralisé était dû à des lésions cutanées prurigineuses que ma consoeur estimait que ce n'était pas dû à de la sarcoptose, mais elle n'arrivait pas à poser tout à fait le diagnostic dermatologique. Et cette patiente, comme vous le voyez, était amaigrie avec un souffle systolique 2/6 aux 4 foyers et un léger œdème des membres inférieurs, présentait des chiffres tensionnels élevés et avait une diurèse conservée.
Donc, elle n'avait pas pu réaliser beaucoup d'examens, mais avait quand même pu réaliser quelques examens de base, dont un examen des urines montrant de nombreux leucocytes, avec quand même plus de bactéries, des levures simples et bourgeonnantes, des cristaux d'acide urique, et comme vous le remarquerez, il n'y avait pas de protéines à la bandelette urinaire. La glycémie était normale chez elle pendant l'hospitalisation, avec une hémoglobine glyquée à 4,5%. L'ionogramme sanguin était pertinent seulement pour une hypokaliémie légère. Le bilan rénal était altéré. Comme vous le voyez, les 4 paramètres du bilan rénal étaient élevés. Et voilà l'anémie dont je vous parlais, une anémie à 7,9 grammes par décilitre d'hémoglobine, normocytaire, normochrome, donc faisant penser à une insuffisance rénale chronique, avec globules blancs et plaquettes dans les limites de la normale. Cette patiente avait réalisé une échographie abdominale en province qui mentionnait la présence de reins légèrement augmentés de volume, mais la dimension de ces reins n'avait pas été précisée. Et l'échographiste disait qu'il n'y avait pas d'anomalie spécifique, mais avait quand même remarqué des plages hyperéchogènes dans le segment inférieur des reins, avec des artères et des veines rénales sans particularité et de l'acide dans le pelvis. Et ce médecin suggérait de rechercher une atteinte rénale bilatérale comme une néphrite lupique, une glomérulonéphrite et suggérait aussi la réalisation de scanner abdominal et d'une biopsie rénale. Donc, j'avais indiqué à ma consoeur que, vu les éléments qu'elle me donnait, il m'était un petit peu difficile de classer cette patiente. Rappelez-vous qu'elle avait 9 ans d'évolution de son diabète de type 1, qui la mettrait ici. Donc, n'oubliez pas qu'elle n'avait pas de protéines vraiment dans les urines détectables à la bandelette, mais rappelez-vous qu'elle avait des chiffres tensionnels quand même élevés, qui la mettrait plutôt ici, qu'elle avait eu un syndrome hémato-arthritique, mais ne disposant pas des examens qu'elle avait eu à l'époque pour savoir est-ce qu'elle avait eu un syndrome néphrotique ou pas. Je ne peux pas dire qu'elle avait un syndrome néphrotique, en tout cas, je ne peux pas avancer cet argument. Et donc, les lésions cutanées aussi, vu qu'elles n'étaient pas très spécifiques de sarcoptose, pourraient être apparentées, par exemple, à un lupus. N'oublions pas que c'était quand même une jeune femme. Et donc, je lui avais demandé de faire quelques examens additionnels pour cette patiente, de reprendre certains bilans, dont l'examen des urines, de reprendre l'échographie abdominale avec Doppler des artères rénales dans un endroit, dans une institution qui donnerait davantage de détails et de m'envoyer la patiente. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais vue. Donc, vous voyez ici les sources que j'ai utilisées pour pouvoir réaliser cet exposé. Je vous remercie. Merci, Dr. Laferrière. Et là, vraiment, ça a été un exposé très clair, très simple et très édifiant. Et sans plus tarder, nous allons passer la parole au docteur Jean-Enol Buteau. Je lui dois des excuses, j'avais écrit Enol Sandé. Donc là, et on corrigera. Donc là, c'est comme vous voyez, nous essayons d'avoir des vidéos pour les passer, les questions. Et nous avons nos présentateurs live, donc ils pourront répondre aux questions. Donc, je laisse la place à notre IT qui va mettre la présentation du docteur Jean-Enol Buteau et qui parlera de la prévention justement de la néphropathie diabétique et ce que nous, médecins, nous devons vraiment appliquer pour diminuer le nombre d'insuffisants rénaux dus au diabète dans notre population. Bon, bonjour tout le monde et bonjour Dr. Jérôme. Je remercie la FADIMAC et doublement en fait, je remercie la FADIMAC pour le travail extraordinaire qu'elle fait dans le milieu haïtien. C'est un centre d'assistance et de recherche aussi. D'ailleurs, c'est la recherche qui me conduit ici. Donc, c'est un sujet extrêmement important et qui me passionne. Donc, on va parler de l'importance de la prévention dans la néphropathie diabétique. Importance de la prévention dans la néphropathie diabétique, la FADIMAC elle-même m'a
disons, m'a attribué, disons, un certain nombre de critères ou bien un certain nombre de pistes ou de chantiers que nous devions explorer. Tout d'abord, le contrôle de la tension artérielle. Ensuite, nous devons penser au contrôle de la glycémie et autres contrôles qui s'avéreraient nécessaires dans le cadre de la prévention de la néphropathie diabétique. Et, donc, excusez-moi, je dois éteindre ce téléphone, vraiment, je n'y avais pas pensé, mais en tout cas, je pense qu'on peut continuer maintenant. Une nouvelle fois, excusez-moi. Et lorsque nous pensons au diabète, si c'était seulement l'hyperglycémie, nous pourrions dire qu'il est facile de contrôler ou d'avoir raison du diabète. Cependant, le diabète est beaucoup plus ses complications que l'hyperglycémie en soi. Et lorsque donc, nous parlons de complications de diabète, nous parlons de complications microvasculaires d'un côté et nous parlons des complications macrovasculaires de l'autre. Les complications microvasculaires sont constituées fondamentalement de la rétinopathie diabétique, de la néphropathie diabétique et de la neuropathie diabétique. Les complications macrovasculaires qui concernent la sphère cardiaque, c'est-à-dire les maladies coronariennes, l'ischémie, les accidents cérébrovasculaires, l'insuffisance cardiaque chronique congestive, et toutes les deux, d'un côté, disons, la neuropathie diabétique ainsi que la maladie macrovasculaire, toutes les deux vont être fondamentalement les responsables des amputations des complications, justement, parmi les complications du diabète, disons. J'ai oublié de dire, et c'est très important, nous parlons de la néphropathie diabétique, mais les maladies coronariennes constituent la première cause de mortalité chez les patients diabétiques. Nous voyons plein de patients diabétiques pour lesquels on nous dit qu'ils sont décédés mort subite. La plupart de ces patients, ce sont des morts subites liées aux complications coronariennes du diabète. Parlant de diabète, le diabète constitue un fardeau dans presque tous les pays, qu'il s'agisse des pays avancés ou bien ceux qui le sont un peu moins. Pour vous faire une idée de ce qu'est le poids du diabète, le fardeau du diabète, pensez un instant qu'il existe, par exemple, aux États-Unis, 500 000 patients en dialyse. Parmi eux, 40% sont des diabétiques. Et c'est 40% de diabète. Et un autre fardeau qui est un fardeau financier, les patients en dialyse à Medicare, c'est-à-dire l'assurance publique, l'assurance de l'État, ou l'assurance du gouvernement aux États-Unis, les patients en dialyse représentent 1% de la population de Medicare et pourtant, ils consomment 6% du budget de Medicare. Si nous traversons l'Atlantique, nous nous rendons en Europe, plus précisément en Angleterre, nous allons avoir encore une idée du fardeau du diabète. Et pour que nous ayons une idée du souci de la FADIMAC, le souci de prévention, c'est que le fardeau financier, c'est l'une des raisons qui justifie la prévention fondamentalement. Donc, les patients diabétiques en Angleterre représentent 2% de la sécurité sociale en Angleterre. Et pourtant, ils consomment 5% du budget. Cela pourrait paraître raisonnable, mais lorsque nous comparons avec une autre maladie telle que l'arthrite rhumatoïde, qui représente 12% des patients de la sécurité sociale en Angleterre, et pourtant, ils ne consomment que 1,9%, c'est-à-dire presque 2% du budget. Voyons maintenant, lorsque nous parlons de la néphropathie diabétique, et voyons un peu ce qui se passe avec la néphropathie diabétique proprement dit. Chez les patients avec un diabète type 1, comme j'ai dit tout à l'heure, 30 à 40% de ces patients iront en dialyse ou bien feront une néphropathie diabétique clinique lorsqu'il s'agit de patients du diabète de type 1. Dans le cas du diabète de type 2, seulement, encore une fois, c'est relatif, 10% de ces patients iront à une néphropathie diabétique. J'ai fait attention de dire, c'est très relatif. Pourquoi? Parce que lorsque nous pénétrons dans une salle de dialyse, bien que nous ayons dit que
les patients avec un diabète type 2 représentent, ou bien 10% des patients de diabète type 2 iront en dialyse. Pourtant, dans une salle de dialyse, ils représentent 63% des patients en dialyse. Donc, ce qui veut dire que pourquoi cette différence? Tout simplement parce que les patients de type 2 sont plus nombreux. Donc, même si le pourcentage qui est en dialyse est moindre, mais comme ils sont beaucoup plus nombreux, la quantité en absolu sera plus élevée. Donc, si nous voulons parler prévention, il faut que nous ayons une idée de l'histoire naturelle du diabète et de la néphropathie diabétique. Évidemment, comme vous pouvez remarquer dans cette diapo, durant toute la durée du diabète, nous serons confrontés au phénomène de l'hyperglycémie. Bien entendu, il y a une petite différence que nous pouvons voir un peu plus loin lorsque nous avons une néphropathie installée. Mais en tout cas, globalement, les patients vont évoluer durant toute la durée de leur vie avec une hyperglycémie. Nous aurons, accompagnant cette hyperglycémie, des modifications fonctionnelles et des modifications anatomo-histologiques également. Donc, nous allons avoir des lésions cellulaires, une expansion mésangiale, nous parlons bien sûr au niveau du glomérule, la glomérulosclérose, la fibrose tubulo-interstitielle et les phénomènes inflammatoires donc, qui vont concerner, disons, le néphron dans sa totalité. Puisque nous avons parlé de la glomérulosclérose, l'expansion mésangiale, etc. Du point de vue fonctionnel, la seconde ligne correspond à la microalbuminurie, comme vous pouvez remarquer dans cette diapo. Cependant, je vais faire un petit saut sur la ligne suivante pour parler de la filtration glomérulaire. Dans un premier temps, la néphropathie diabétique évolue avec une hyperfiltration. Le phénomène de l'hyperfiltration, en fait, conditionne toutes les lésions que nous venons, en fait, la première lésion que nous venons de décrire, c'est-à-dire les lésions au niveau du néphron, mais suite à cette hyperfiltration, dans un deuxième temps, ce qu'on appelle au stade 2, on va avoir une normalisation de la filtration glomérulaire, on n'aura plus cette hyperfiltration, et ensuite, la filtration glomérulaire va diminuer. Et dans une autre diapo que malheureusement je n'ai pas apportée, lorsque nous superposons les courbes, nous allons voir que l'apparition de la protéinurie correspond un peu à la diminution du taux de filtration glomérulaire. Et là, dans un premier temps, donc nous revenons à la seconde ligne, la microalbuminurie, dès que le taux de filtration glomérulaire commence à se normaliser, vous voyez un peu la superposition ici, dès que le taux de filtration glomérulaire commence à se normaliser, la microalbuminurie apparaît. Et la protéinurie, la macroprotéinurie, également va apparaître après la microprotéinurie. Ce sont des phénomènes qui peuvent paraître complexes, elles le sont peut-être, mais en tout cas, elles sont importantes pour comprendre l'histoire naturelle de la néphropathie. J'ai oublié, en fait, je n'ai pas oublié, ce n'est pas sur cette diapo, mais il est très important de la mentionner. Lorsque la protéinurie apparaît, c'est-à-dire lorsque la macroprotéinurie apparaît, le patient va perdre 1 millilitre de fonction rénale par mois. 1 millilitre par minute par mois. Ce concept donne beaucoup de problèmes en général à mes étudiants et parfois aux résidents aussi, mais je vais l'expliciter. L'unité de mesure de la fonction rénale, c'est millilitres par minute. Donc, ces patients, dès que la protéinurie apparaît, ils vont perdre 1 millilitre par minute par mois. Ce qui veut dire que si le patient avait 70 millilitres par minute au moment où la protéinurie apparaît, le mois suivant, il aura 69 millilitres. Le mois d'après, il aura 68, ainsi de suite. Donc, vous pouvez remarquer, donc, cette diapo résume, elle ne le fait pas complètement, j'ai dû expliquer quelques trucs, mais elle résume l'histoire naturelle. Donc, la tâche de la mission que m'a confiée la FADIMAC, c'était l'approche du patient avec néphropathie diabétique, importance de la prévention, contrôle de la tension artérielle, contrôle de la glycémie et autres. Nous allons commencer par le contrôle de la glycémie. Et le contrôle de la glycémie est devenu, disons, un sujet d'importance à partir autour de 1993. Il y a des études, beaucoup d'études ont prouvé que le contrôle de la glycémie est primordial dans la prévention de la néphropathie diabétique. Je parle de la néphropathie diabétique parce que c'est ça la mission qui m'a été confiée et c'est ce qui, disons, je pourrais dire, c'est mon lieu de préférence et mon lieu d'expertise également. Cependant, tout ce que je dis n'est pas
n'est pas exclusive à la néphropathie diabétique. Donc, les études suivantes ont prouvé que le contrôle de la glycémie était incontournable, indispensable et fondamental pour la prévention de la néphropathie diabétique. Quelles sont ces études? C'est le DCCT, le UKPDS, le Kumamoto, et il y a d'autres études, ACCORD, ADVANCE et VADP. Je voudrais vous dire que les 3 études qui figurent en bas de page, elles ont été faites pour plutôt prouver la prévention des complications macrovasculaires. Donc, on va les faire disparaître parce que il faut que nous nous rappelions que la néphropathie diabétique, vous vous rappelez dans la première diapo, est une complication microvasculaire du diabète. Donc, les 3 études que j'ai laissées, le DCCT, qui est le Diabetes Controlling Complication Trial, le UKPDS, qui est le United Kingdom Prospective Diabetic Study, et le Kumamoto, qui est une étude japonaise, ces 3 études ont démontré la véracité du contrôle de la glycémie dans la prévention de la néphropathie diabétique. Parlons d'abord de l'étude DCCT. L'étude DCCT, c'est la première étude, elle a été réalisée en 1982 et 1993. Elle concernait 1441 patients, tous diabétiques de type 1. On les a divisés en 2 cohortes de patients. Une cohorte avec des complications, sans complications, et une seconde cohorte avec des patients avec une rétinopathie débutante. Donc, on les a divisés ensuite en 2 groupes selon les objectifs thérapeutiques. Un objectif thérapeutique qui visait une hémoglobine glycée à 9% et un second objectif thérapeutique qui visait une hémoglobine glycée à 7%. Les résultats, je vais à la diapo directement. Il y a eu une réduction de la microalbuminurie et cette réduction et les patients qui avaient une hémoglobine glycée à 9% et chez les patients qui avaient une hémoglobine glycée à 7%, nous avions une réduction de la microalbuminurie de 39%, ce qui nous a conduit à une réduction, et ceci était valable dans les 2 cohortes, tant dans la cohorte avec une rétinopathie déjà présente que ceux qui avaient une rétinopathie en phase de début. L'étude UKPDS est un peu différente de l'étude DCCT parce que, en fait, la plus grande différence, c'est qu'elle ne concernait que les patients diabétiques de type 2, mais de découverte récente. Eux aussi, on les a divisés en 2 groupes. Un groupe intensif avec une glycémie cible et qui était basée surtout sur la glycémie, 108 mg, qui était l'objectif, qu'on obtenait avec des antidiabétiques oraux ou bien avec de l'insuline, et le groupe contrôle qui ne recevait que la diète. La même chose. On a eu ce qu'on appelle des endpoints, c'est-à-dire les objectifs, pas nécessairement les objectifs, je voulais dire les issues qu'on a obtenues. On a eu donc, comme vous pouvez remarquer, une nette diminution des complications microvasculaires qui étaient les hémorragies vitrées, la rétinopathie et diabétique, ainsi que la néphropathie dans les deux groupes, le groupe avec traitement conventionnel et le groupe avec traitement intensif. L'étude Kumamoto est exactement, on peut dire, la même chose que l'étude DCCT avec le même protocole, sauf qu'on a utilisé également les patients diabétiques de type 2. Il s'agissait de 110 patients, 55 patients sans rétinopathie et 55 patients également avec rétinopathie simple, exactement comme pour le DCCT. Cependant, là, ce qu'on a fait dans le Kumamoto, on a plutôt divisé les patients avec la quantité d'insuline qu'ils recevaient. Donc, le multiple insulin therapy et le conventional insulin therapy, là, le premier groupe recevait plus de 3 injections d'insuline par jour et le second, on n'arrivait pas à 3. Et le résultat, on peut le regarder ici. Et la prévention primaire, c'est-à-dire les patients qui n'avaient aucune, c'est la première partie, c'est-à-dire la partie A de la diapositive, c'est pour concerner la prévention primaire, c'est-à-dire les patients qui n'avaient aucune complication et les patients qui apparaissent pour lesquels on a une complication
Et dans le groupe B, on a des patients avec déjà, c'est-à-dire la prévention secondaire, et nous pouvons voir la différence. Et les deux groupes correspondent le conventional insulin therapy dans les deux graphes, et la seconde groupe, la courbe en gras, correspond à multiple insulin therapy. Et vous voyez également la grande différence entre les complications microvasculaires dans les deux groupes. Donc, cette diapo qui pourrait ne pas concerner notre présentation, mais elle est tellement éloquente, elle est tellement parlante que je n'ai pas pu m'empêcher de la présenter. Cette diapo correspond aux patients qui ont bénéficié d'une transplantation pancréatique. Pratiquement toutes les lésions rénales. Nous avons dans la première partie de la courbe, en haut à gauche, c'est la membrane basale glomérulaire, en haut à droite, la membrane basale tubulaire. Vous voyez comment dans la pré-transplantation, l'épaisseur de la membrane basale, et dans la post-transplantation, dans tous les deux groupes, l'épaisseur de la membrane basale. Et en bas également, nous avons la courbe qui correspond à la matrix mésangiale à gauche et la cellularité mésangiale à droite. Donc, toutes les données, toutes les composantes rénales ont été récupérées après une transplantation pancréatique. Tout cela, c'est pour vous dire que les transformations anatomiques sont totalement résorbées après la transplantation pancréatique. Voyons un peu l'hypertension artérielle, puisque également cela était une partie de ma tâche. L'hypertension artérielle, 40% des patients diabétiques de type 1 sont hypertendus, comparé à 70% des patients avec un diabète mellitus de type 2. Donc, nous pouvons remarquer et ceci s'explique, les patients sont un peu plus âgés, ils ont plus de temps de diabète, etc. L'hypertension artérielle détermine un ensemble d'abord, l'hypertension artérielle conditionne l'apparition de la néphropathie. Les niveaux d'hypertension sont proportionnels à la progression de la néphropathie diabétique également. Une réduction à 120 mm de mercure améliore la survie rénale et celle du patient également. Et une pression artérielle systolique inférieure à 120 ou une pression artérielle diastolique inférieure à 70, certainement, il y a plus d'incidence d'infarctus du myocarde et de mortalité. Nous sommes donc confrontés à un dilemme. Nous devons certainement réduire la tension artérielle puisque c'est ce que le quatrième tableau nous indique. Cependant, lorsque nous avons un traitement trop intempestif, nous provoquons d'autres complications, surtout des complications cardiaques chez les patients diabétiques. Donc, parlant de l'hypertension artérielle, il y a beaucoup d'études qui ont démontré la pertinence de la réduction de la tension artérielle. Il y a l'étude IRMA, il y a Marval, il y a l'étude Rénal qui a été faite avec le losartan, le IDEN qui a été fait avec miobesartan, le ABCD qui est le Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes, c'est également une étude anglaise, et la même étude UKPDS qui avait également un volet hypertension artérielle. J'enlève encore une fois ces études en bas et nous regardons celles qui étaient en haut. Résumons tout simplement pour vous dire que les recommandations de la Joint National Committee aux États-Unis, le 8e Joint National Committee, recommande des tensions artérielles systoliques inférieures à 140, des tensions inférieures diastoliques inférieures à 90. Ce sont là nos objectifs thérapeutiques. Est-ce que nous pouvons aller encore plus bas? Certainement. Personnellement, je vise des chiffres inférieurs à cela. Cependant, chez nos patients haïtiens qui ne sont pas habituellement très disciplinés, il faut faire attention avec des réductions un peu trop fortes et d'autant plus que dès que le patient fera un épisode d'hypotension, croyez-moi, il n'obéira à aucune de vos recommandations. En tout cas, nous continuons pour dire que en présence d'une néphropathie diabétique, en présence d'une atteinte rénale qui peut être exprimée soit par une protéinurie minime, soit par une microalbuminurie, et
l'inhibition de l'accès angiotensive par un IEC ou par un ARA est fondamentale, est incontournable. Nous pouvons nous poser la question, IEC ou ARA2, personnellement, je ne fais pas de différence. Les différences peuvent être plutôt liées au contrôle de coûts, ils peuvent être liés à l'apparition de certaines complications telles que l'atout dans l'utilisation des IEC. Et dans ce cas, très probablement, le ARA2 est obligatoire. Cependant, du point de vue d'objectif thérapeutique, il n'y a pas de différence. Nous pouvons nous poser la question également, IEC plus ARA2, les études sont assez éloquentes encore une fois. La plupart, aucune des études ne recommande l'utilisation de la combinaison. Certainement, on peut avoir de meilleurs résultats. Mais il y a un ensemble de complications. Par exemple, vous pouvez remarquer ici, la survenue d'hypercalémie est beaucoup plus fréquente dans la combinaison des deux. L'anémie également. Vous pouvez toujours vous demander pourquoi l'anémie, et l'anémie est assez substantielle, avec une P assez significative, une P inférieure à 0,0001. Et pourquoi? Parce que rappelez-vous que l'angiotensine stimule la production d'érythropoïétine. Donc, lorsque vous inhibez l'angiotensine de manière aussi brutale, on peut exacerber l'anémie chez des patients qui sont déjà en insuffisance rénale. Donc, la mission de la FADIMAC qui a été approche du patient avec néphropathie diabétique, importance de la prévention, contrôle de la tension artérielle que nous avons vu, contrôle de la glycémie que nous avons vu, et maintenant autre. Lorsque la FADIMAC nous dit autre, ou bien nous demande autre, ou bien moi-même, je dis autre, de quoi nous voulons nous parler? Nous voulons parler de autres antihypertenseurs. Nous voulons parler de autres antidiabétiques oraux. Nous voulons parler de phénomènes tels que l'albuminurie en soi, le contrôle de l'albuminurie, en dehors de l'hypertension artérielle, parce que la mission a été claire. Contrôle de l'hypertension artérielle, contrôle de la glycémie, autre. Alors, autre, c'est voilà ce que nous parlons. Quel est le rôle de l'anémie? L'anémie plus hypertension artérielle. La dyslipidémie, les AGEs, c'est-à-dire les produits avancés de la glycosylation, le rôle de la pétoxyphéline, le rôle de l'acide urique. Je ne vais probablement pas parler de tout ça, cela ferait une conférence fleuve, mais on va quand même ébaucher quelques-unes. Lorsque nous disons autres antihypertenseurs, puisque nous avons dit que les IEC et les ARA étaient incontournables, donc le rôle des autres antihypertenseurs, tous les diabétologues, tous les néphrologues et tous les internistes, lorsque nous sommes confrontés à des chiffres de tension, nous augmentons les drogues. De nos jours, et lorsque nous pensons à autres antihypertenseurs, dans le cas du diabète, nous devons clairement avoir en tête quelle est l'action sur le glomérules. Est-ce que l'antihypertenseur, tout en corrigeant l'hypertension artérielle, est-ce qu'il va aggraver la glomérulosclérose? Est-ce qu'il peut aggraver l'hyperfiltration? C'est le cas de certains antihypertenseurs. Les dihydropyridines sont d'excellents antihypertenseurs. Nous les utilisons tous, mais ils peuvent aggraver la glomérulosclérose. Bien entendu, vous pouvez toujours me demander, est-ce que j'utilise les dihydropyridines? Je vous répondrai bien sûr que oui, et je le fais presque toujours. Cependant, je le fais quand ma tension artérielle dépasse 140. Mais si au contraire, ma tension artérielle est bien contrôlée, j'essaie de faire le retrait des dihydropyridines, justement parce que les dihydropyridines ont une tendance à entraîner une vasodilatation au niveau de l'artère afférente, ce qui va provoquer une effusion, si vous voulez, un apport de sang plus élevé et augmenter la pression capillaire glomérulaire. Donc, si nous pouvons l'éviter, nous l'évitons. Mais lorsque nous ne pouvons pas, c'est une drogue fantastique pour réduire la tension. Parce que n'oubliez pas, la première cause de glomérulosclérose, c'est l'hypertension en elle-même. Donc, il faut la réduire d'abord. Maintenant, autre antidiabétique oraux. Lorsque nous parlons, les thiazolidine-diones, les thiazolidine-diones sont de bonnes drogues parce qu'elles ont une action efficace et protectrice sur les reins. Maintenant, les dipeptidylpeptidases, les inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase sont des drogues également intéressantes, tout comme
les inhibiteurs du sodium glucose cotransporteur au niveau du tubule rénal. Ces drogues sont, c'est vrai que ces dernières provoquent une perte de poids, comme peut le faire le metformin, mais ces drogues ont une efficacité particulièrement intéressante. La seule chose, c'est que le sitagliptin n'est pas conseillé lorsqu'il y a une réduction parce qu'elle est d'élimination rénale. Par contre, le linagliptin est préférable parce qu'elle est d'élimination hépatique. J'ai déjà parlé de thiazolidinedione. Cette diapo correspond au thiazolidinedione. Lorsque nous disons thiazolidinedione, nous parlons de pioglitazone, oxyglitazone, etc. Donc, ces drogues sont particulièrement intéressantes en présence, non seulement pour prévenir la détérioration rénale, mais même en présence d'une fonction rénale et ABC. La restriction diététique, cette diapo nous démontre clairement que la restriction diététique est un élément important dans la prévention de la néphropathie diabétique. La courbe bleue représente des patients qui ont eu la chute de la fonction rénale est plus importante chez les patients en bleu, qui correspondent à une diète conventionnelle, que chez les autres patients en rose, qui ont consommé une diète pauvre en protéines. Quoi d'autre? Donc, nous avons eu une réduction de 75% de la détérioration de la fonction rénale. Et cette étude également, qui a été publiée dans le Kidney International, nous démontre exactement la même chose, une réduction de la détérioration de la fonction rénale lorsque nous donnons une diète pauvre en protéines. L'albuminurie est également c'est-à-dire, on pourrait dire une cible privilégiée également dans la prévention de la néphropathie diabétique. Vous pouvez remarquer que les patients en couleur orange, chez les patients de type 1, qui n'ont pas d'albuminurie, ont une évolution, parmi eux, l'évolution vers une rétinopathie qui représente la maladie microvasculaire est moins que chez les patients en bleu qui avaient une microalbuminurie. Et lorsque nous voyons les patients en rose, 100% des patients en rose, c'est-à-dire qui avaient déjà une macroalbuminurie, ont évolué vers une rétinopathie, ce qui veut dire vers une maladie microvasculaire. Comparé aux patients avec couleur orange, dont seulement 88%, dont seulement 11% ont eu une rétinopathie. Il en est de même, cette diapo est identique à l'intérieur, mais sauf qu'elle correspond aux patients diabétiques de type 2. Voyons maintenant l'anémie. Les patients diabétiques, pour des raisons que peut-être nous n'avons pas encore élucidées, mais les patients diabétiques font plus d'anémie que les patients insuffisants rénaux. Tous les patients insuffisants rénaux sont anémiés. Évidemment, à des degrés divers, les patients avec rein polycystique le sont moins et ils peuvent ne pas l'être du tout. Cependant, tous les patients, surtout les patients glomérulaires, ils sont anémiés. Là, vous allez remarquer la partie D correspond aux patients diabétiques. C'est-à-dire, les patients diabétiques, ils ont une destruction ou bien une perte de production, mais la moelle n'arrive pas à compenser la perte de globules rouges, c'est-à-dire l'anémie qui est présente. Contrairement aux 3 schémas précédents, vous voyez que, par exemple, dans le schéma B, la perte de sang, ou bien la diminution du capital sanguin, correspond à une grande augmentation que vous pouvez voir ici en bleu de la production d'érythropoïétine, et tout comme dans la courbe C, et dans le cas, par exemple, d'une hémolyse. Mais dans le cas du diabète, même en présence d'une très grande perte de la masse sanguine, on n'a pas une production d'érythro qui est compensatrice, qui est proportionnelle à la perte. Donc, c'est ce qu'on appelle une déficience d'érythropoïétine fonctionnelle. Les patients diabétiques également, et lorsqu'ils sont anémiés, ils ont un plus grand besoin de drogues antihypertensives.
Regardez ici, les patients avec une fonction, avec un taux de filtration glomérulaire supérieur à 60 ml ont un besoin de médicaments autour de 1,2 lorsqu'ils ne sont pas anémiés et ils sont autour de 1,4 drogues lorsqu'ils ont une anémie. Et il en est de même lorsque le patient a moins de 60 ml. Là, le nombre de drogues, donc ce qui veut dire que les drogues requises dans le traitement de l'hypertension du diabétique est plus élevé que chez les patients qui ne sont pas diabétiques. Pour le contrôle des lipides, également, le contrôle des lipides fait partie, je ne vais pas m'arrêter sur cette diapo, mais il y a trois essais cliniques, Ascot Trial, Sharp Trial et Planet, qui ont démontré également un effet. Ça, c'est l'indication le protocole de KDIGO, qui est l'organisation qui détermine les protocoles aux États-Unis concernant les maladies rénales. Le traitement chez les patients supérieurs à 50 ans avec une insuffisance rénale chronique, un taux de filtration glomérulaire supérieur à 60 ml par minute, il faut le traitement. Chez les patients supérieurs à 50 également, avec un taux de filtration inférieur à 60, si on fait le traitement, s'il y a une dyslipidémie. Chez les patients entre 18 et 49, on fait le traitement s'il y a une maladie coronarienne, en présence de diabète, AVC ischémique, etc. Je voulais parler justement du rôle de la pétoxyphéline, et je pense que ce n'est pas la dernière diapo, mais c'est la dernière intervention, je pense dont nous allons parler. Et l'étude Prédient, qui parle justement du rôle de la pétoxyphéline, a clairement, ça c'est le protocole qui a été utilisé, mais je vais au résultat. Vous pouvez remarquer que la diminution du taux de filtration glomérulaire chez les patients chez les patients contrôle et chez les patients qui ont utilisé la pétoxyphéline, la chute de la fonction rénale est moindre de beaucoup moindre. On a une diminution très probablement inférieure à 30% chez les patients qui ont utilisé la pétoxyphéline. Il en est de même pour la réduction de l'albumine. Dans le cas de la pétoxyphéline, les patients qui ont utilisé la pétoxyphéline, on a réduit l'albuminurie, l'expression de l'albumine urinaire avec la pétoxyphéline. Et ce qui est intéressant, c'est que cela n'a rien à voir avec la réduction de la tension artérielle. Regardez cette courbe. La réduction de la tension artérielle, tant chez les contrôles que chez les patients qui ont utilisé la pétoxyphéline, la réduction de la tension artérielle a été presque identique. Donc, en conclusion, chez les patients avec un diabète, il y a un ensemble de facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Les facteurs épidémiologiques tels que les facteurs héréditaires, le genre, l'âge de début de diabète, la race, etc. Il y a des facteurs que nous pouvons contrôler, les facteurs cliniques et les facteurs biochimiques, tels que le contrôle de la glycémie, la diète, la pression capillaire glomérulaire, l'hypertension artérielle, l'obésité, d'autres tels que le tabagisme. L'âge, nous ne pouvons pas le contrôler. Cependant, tout ce que je viens de mentionner, ce sont des facteurs que nous pouvons contrôler. Par conséquent, et je l'ai toujours dit, l'hypertension, le diabète est une maladie dont nous ne pouvons pas déterminer ni l'apparition, ni probablement parfois l'évolution. C'est-à-dire, nous avons des patients diabétiques qui ont à peu près la même prise en charge et qui pourtant n'ont pas la même évolution. Cependant, une chose est certaine, on ne saurait faire l'économie de l'action. Et lorsque nous disons action, comme l'a proposé la FADIMAC, le contrôle de l'hypertension artérielle, le contrôle de la glycémie et les autres dont ils ont fait mention, il faut toujours avoir en tête aussi ces autres, et ne pas les oublier, constituent, on pourrait dire, la plaque tournante, le tendon d'Achille, le talon d'Achille des patients diabétiques. Je remercie la FADIMAC et je remercie aussi le docteur Jérôme de toute son assistance. Nous remercions vraiment vivement le docteur Buteau
pour son intervention très éloquente et aussi brillante. J'ai toujours le plaisir d'écouter Jean-Enol. Et là, ce soir, ça a été vraiment chapeau. Et sans plus tarder, nous passons la parole au docteur Jérôme pour la conclusion de cette émission. Pour leur présentation. Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, je suis bien content quand même de vous retrouver à nouveau. Je dis un grand merci aussi aux présentateurs qui m'ont précédé, parce que le docteur Nancy Charles-Lorco, le docteur Ruth Laferrière et le docteur Enol Puto, pour leur présentation vraiment concis et précis sur ce qu'il faut faire, ce qu'il doit savoir quand même sur la prise en charge du patient diabétique avec atteinte rénale et aussi l'importance de la prévention directement chez ces patients particulièrement. Maintenant, l'approche que je vais faire, c'est surtout l'approche que l'on réalise au niveau de la FATIMAC pour prendre en charge cette population diabétique avec atteinte rénale. Donc, c'est une approche préventive particulièrement qui nous permet quand même d'identifier ces patients et, une fois identifiés, certainement de faire un bon suivi métabolique, nutritionnel et aussi émotionnel de ces patients. Maintenant, pour parler directement d'approche préventive au niveau de la FATIMAC, il n'y a aucune approche préventive qui ne passe par des séances éducatives que l'on réalise tous les jours, et surtout le mardi, c'est le jour des jours que l'on parle surtout du sujet des complications du diabète, incluant certainement les complications aiguës et les complications chroniques du diabète, etc. Maintenant, dans l'identification des patients, ce qu'on peut offrir encore, on peut offrir surtout aux patients diabétiques de type 1, parce qu'on va le voir aussi avec le docteur Buteau, quand même la proportion des patients diabétiques de type 1 avec risque de néphropathie diabétique. Maintenant, grâce au programme Life for a Child, c'est des patients généralement que l'on peut faire dans un sens, dans un rythme plus ou moins régulier, plus ou moins un contrôle de l'hémoglobine piquée et tous les 3 mois gratuitement, mais aussi actuellement un contrôle de la microalbuminurie également qui se fait chaque année également. Maintenant, c'est aussi actuellement ça, aussi, ce que vous voyez aussi actuellement, c'est la feuille de suivi comme biologique de ces patients, insistant certainement sur le suivi métabolique, la glycémie, le contrôle aussi actuellement, le contrôle du profil lipidique, profil rénal et aussi certainement, et très important aussi actuellement, le contrôle ou encore le calcul automatique comme du taux de filtration glomérulaire qui se fait par l'infirmière une fois qu'elles ont quand même les informations qu'elles calculent automatiquement pour identifier le plus vite ces patients et les diriger aussi actuellement vers des services adéquats. Maintenant, si on parle actuellement une fois identifié, certainement ces patients quand même on doit quand même à un suivi métabolique, parce qu'on parle certainement de néphropathie diabétique, donc c'est-à-dire que le dénominateur commun de tout ça est le diabète, c'est-à-dire qu'il faut vraiment insister sur le suivi métabolique, sur le suivi glycémique, un bon suivi glycémique de ces patients. Donc là aussi, c'est pour vous présenter actuellement l'un des protocoles que l'on utilise au niveau de la FATIMAC qui dirigé surtout sur les patients avec des néphropathies et surtout dans les cas où les ressources sont limitées particulièrement. Et donc ça, c'est surtout pour vous présenter, parce que je ne vais pas vraiment m'étaler sur toutes les étapes particulièrement, mais c'est surtout pour vous présenter quand même les différentes approches médicamenteuses que l'on peut faire au niveau des patients et que l'on fait au niveau de la FATIMAC particulièrement, surtout
qui nous donnent de très bons résultats actuellement, quand même les inhibiteurs des SGLT2, aussi actuellement les inhibiteurs des DPP4, qui nous donnent des très bons résultats, surtout pour les patients avec un taux de filtration glomérulaire généralement diminué. Maintenant, il faut insister aussi, et ce qu'on néglige assez souvent aussi actuellement, ce que l'on voit quand même que les patients diabétiques avec atteinte rénale sont des patients assez souvent malnutris. Donc, ce qu'on fait, c'est l'approche que l'on fait au niveau de la FADIMAC, c'est surtout actuellement une approche personnalisée chez ces patients. Avec une consultation personnalisée, on va discuter, on va essayer quand même de rediriger particulièrement ces patients vers un bon suivi, des changements adéquats quand même, en insistant quand même sur les restrictions de sodium, c'est-à-dire en réduisant particulièrement l'apport de sodium de 2 à 3 grammes jusqu'à moins de 1,5 grammes, surtout chez les patients œdémaciés, restriction exactement de liquide, restriction de potassium aussi, parce que quand même il faut faire attention et surtout faire attention à certains aliments qui sont riches en potassium, particulièrement la tomate, les bananes, la patate et aussi actuellement les boissons citriques qui sont généralement riches en potassium. Réduction de phosphate qui est aussi actuellement assez souvent oubliée, mais qui est très présent aussi actuellement au niveau des produits laitiers et aussi actuellement des fruits secs. Et réduction aussi actuellement de cette protéine. Assez souvent quand même, on fait plus qu'une réduction, on fait actuellement l'élimination des protéines. Donc ici, on parle actuellement de réduction de protéines avec un apport environ de 0,8 grammes par kilo par jour, ce qui nous met quand même chez un adulte de 75 kilos un apport de 60 grammes de protéines par jour. Donc là, quand même, il ne faut pas négliger quand même l'apport de protéines, mais aussi actuellement, il faut faire très attention parce que l'apport de protéines, on va diminuer l'apport de protéines animales, mais il faut insister quand même actuellement sur des protéines de haute valeur biologique, c'est-à-dire que des protéines que l'organisme peut utiliser, peut digérer facilement et utiliser les acides aminés le plus vite que possible. Et c'est surtout pour ça quand même que l'on insiste que l'apport de protéines surtout doit être surtout fait de 50 à 60% doit être d'origine végétale particulièrement, un bon apport calorique, parce que rappelez-vous aussi que le patient avec atteinte rénale est souvent dans un processus inflammatoire important et qui augmente aussi son hypercatabolisme, c'est-à-dire que le patient dépense beaucoup plus de calories qu'il en prend. Donc, assez souvent, lorsque vous faites une restriction de calories à partir des protéines, il faut réfléchir et il faut ne pas oublier quand même de compenser cette diminution de calories à partir des autres sources, particulièrement les lipides et aussi les glucides particulièrement. C'est-à-dire que donc, si vous réduisez les protéines, surtout, il faut quand même penser à augmenter l'apport de glucides et de lipides pour compenser quand même cette diminution d'apport calorique d'origine protéique, plus ou moins. Donc là, avec un apport quand même généralement de 35 kilocalories par kilo par jour, c'est beaucoup parce que quand même, généralement, et rappelez-vous quand même, parce que c'est important de faire cet apport parce que rappelez-vous de ce processus d'hypercatabolisme, de processus inflammatoire qui se retrouve assez souvent chez les patients avec atteinte rénale. Corriger la dyslipidémie, il ne faut pas oublier, normalement, que l'on doit faire de manière régulière, normalement, et aussi, heureusement, on a beaucoup de familles de drogues hypolipémiques quand même que l'on sait utiliser, mais cependant, il faut faire attention aussi parce que c'est vrai, c'est bon de diminuer les risques de dyslipidémie parce qu'en diminuant la dyslipidémie, pour diminuer aussi les risques de complications cardiovasculaires qui est très élevé chez les patients avec atteinte rénale. Mais il faut faire attention aussi, rappelez-vous que vous allez faire une diminution d'apport protéique aussi. Mais rappelez-vous que l'un des apports protéiques, si vous diminuez l'apport protéique, inévitablement, vous allez faire aussi une diminution d'apport de gras et de lipides d'origine animale également. Donc, il ne faut pas oublier comme de faire ce remplacement et de ne pas oublier de faire ce remplacement, d'ajouter des graisses, parce que les graisses apportent beaucoup de calories, d'ajouter des graisses d'origine végétale particulièrement pour compenser cette diminution d'apport de graisse d'origine animale également. Et puis, certainement, un bon apport protéiné, il faut toujours
pas toujours, mais dans la grande majorité, prescrire un supplément de vitamines rénales hydrosolubles, parce que rappelez-vous quand même, vous allez faire une restriction de fruits, de légumes et de produits laitiers également, quand même, et ça peut rendre exactement, ça peut aura tendance à rendre le régime alimentaire inadéquat également. Donc là, quand même, il faut penser à tout, et ça, c'est dans le cadre quand même d'une approche nutritionnelle générale que l'on fait ça avec les patients diabétiques avec atteinte rénale. Maintenant, pour l'approche hémodynamique, le suivi hémodynamique, ça aussi, c'est des protocoles aussi développés au niveau de la FATIMAC en suivant quand même les recommandations de l'American Diabetes Association. Donc là, quand même, c'est surtout des approches c'est une approche quand même qui va dans le même sens de la présentation, dans le même sens de la présentation du docteur Buteau. Donc, en insistant quand même exactement sur l'importance des IEC, sur les mesures diagnostiques et aussi sur la présentation clinique du patient. Maintenant, ça, c'est ce que je voulais quand même vous présenter. On va passer quand même à la session des questions. J'attends vos commentaires, j'attends vos questions pour que l'on puisse essayer de vous éclairer encore plus sur ce qu'on vient de présenter. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci beaucoup, Dr. Jérôme, pour cette conclusion qui a quand même parlé de l'approche de la FATIMAC. Donc, c'est une façon aussi pour vous inviter à nous appeler, à nous écrire sur info@fadimac.org ou bien fadimac@hotmail.com. Sur notre page web, nous avons aussi, donc c'est fadimac, FHADIMAC.org. Donc là, nous sommes ouverts à partager nos connaissances et aussi c'est pour le mieux-être de nos patients haïtiens. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux questions. C'est vrai qu'on a un petit peu débordé sur le temps, mais quand même, les questions sont assez intéressantes. Si je peux me permettre pour l'adresser la première question au docteur Laferrière, on arrive, alors la question est de quelqu'un d'un anonyme, et on arrive vraiment à la biopsie rénale pour évoquer le diagnostic de néphropathie diabétique. Maintenant, en présence d'une autre pathologie systémique auto-immune associée au diabète, comment indexer le diabète comme origine de cette néphropathie? Oui, tu es là? Oui, je suis là. Reprenez la question, s'il vous plaît. Donc, c'est une question à deux volets. Ça veut dire, on arrive vraiment à la biopsie rénale pour évoquer le diagnostic de la néphropathie diabétique. Alors maintenant, en présence d'une autre pathologie systémique auto-immune associée au diabète, comment indexer le diabète comme origine de cette néphropathie? Bon, comme je l'avais dit, s'il y a une pathologie systémique associée, il faut plus mettre la pathologie rénale sur le dos de la pathologie systémique plutôt que d'évoquer le diabète comme étant la cause de la néphropathie en cause. Mais maintenant, on peut toujours avoir la pathologie systémique qui a attaqué les reins et puis on a le diabète associé, mais moi je ne vais pas dire chez ce patient qui a une néphropathie diabétique, je préfère plutôt évoquer une pathologie due à la maladie systémique, mais quand même continuer à en faire tout ce qu'il faut pour traiter le diabète chez ce patient-là. Merci. Une autre question, c'est du docteur Maillard qui est toujours présente, donc je la salue et je salue tous ceux-là, les habitués qui sont toujours présents avec nous, qui ont été présents aux 5 premières sessions. Donc, la question est la suivante. Pourquoi y a-t-il un plus grand pourcentage de néphropathie diabétique chez les types 1 comparé au type 2? Jean-Inol, tu veux répondre? Pense à enlever ton micro. Jean-Inol, ton micro. Docteur Buteau. Ah, wow, maintenant. Merci. Ça va. OK. D'abord, tout ce que nous savons de la néphropathie diabétique a été décrit dans le diabète de type 1. Cela ne veut pas dire, cela ne suffit pas pour répondre à la question, bien sûr. Mais toutes les phases que nous connaissons, à savoir l'hyperfiltration, la microalbuminurie, la macroalbuminurie, ce sont des caractéristiques clairement du diabète de type 1. Le diabète de type 1 remplit toutes les conditions. Par exemple, le diabète de type 2, il y a un ensemble d'autres conditions. Par exemple,
la pathologie vasculaire du diabète de type 2, qui est en général, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des patients généralement plus âgés, ils ont d'autres causes de pathologie vasculaire qui pourraient expliquer la lésion rénale. Mais dans le cas du diabète de type 1, pardon, c'est exclusivement le diabète parce que ce sont des patients en général jeunes. Ce sont des patients jeunes. Donc, tout ce que nous savons, tout ce qui est provoqué dans la lésion au niveau des reins est provoqué par le diabète. Il n'y a pas d'autres lésions vasculaires. Il n'y a pas une lésion vasculaire, par exemple, une sclérose vasculaire liée à l'âge, liée à l'artériosclérose, etc., tout ce que nous savons. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Je ne sais pas si cela, répond totalement à la question, mais c'est ce que nous savons. Généralement, le diabète de type 1 est les lésions rénales décrites dans le diabète de type 1 sont pratiquement, c'est après qu'on a décrit les lésions de diabète de type 2. Avant, on ne connaissait pas pratiquement. D'ailleurs, il y a la pathologie rénale chez les Pima Indians. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les Pima Indians qui ont une forme de diabète de type 2, mais qui se comportent comme s'il s'agissait de diabète de type 1, mais justement ce sont ces Pima Indians qui ont permis de comprendre les lésions de diabète de type 2. Mais généralement, tout ce que nous savions jusqu'à, je pourrais dire, 1990, c'était exclusivement sur le diabète de type 1. Merci. Et Jean-Edouard, encore, ça concerne la partie que tu as développée. Dans votre expérience chez le diabétique, est-ce que vous utilisez les IEC ou les ARA2 dans une insuffisance rénale chronique stade 4 si le patient présente une hypertension ou une protéinurie? Stade 4, cela veut dire que le patient a entre 15 et 30 millilitres de fonction rénale. C'est-à-dire il est avant le stade d'insuffisance rénale chronique terminale. Je sais qu'en Haïti, beaucoup de médecins, et je suis en train de faire cette expérience avec les médecins parfois à l'hôpital général, avec les résidents, ils ont une peur bleue des IEC dès qu'ils voient insuffisance rénale. Il n'y a pas une contre-indication de l'utilisation ni des IEC ni des ARA2 en présence d'une insuffisance rénale. Ce qui est certain, c'est que ce sont des causes d'insuffisance rénale vasomotrice dans le cadre d'un patient qui était ou bien avec une déplétion de volume, ou bien un patient qui avait pour une raison quelconque, qui avait une artériosclérose. Donc, il faut être prudent, ou du moins, si le patient, lorsqu'on donne le IEC ou bien le ARA2, on constate une diminution de la fonction rénale ou bien une augmentation de la créatinine de 0,3 ou bien de 30% de la valeur de base, oui, cela nous indique qu'il y a une insuffisance rénale aiguë vasomotrice provoquée par l'inhibition de l'axénine. Mais toutefois que le patient a une protéinurie, je pense que, et si j'ai l'impression, vous savez, tu as dit, Nancy, stade 4, mais déjà au stade 3, nous avons un critère d'irréversibilité. Donc, je n'ai pas vraiment de grands espoirs pour ramener ce patient à un certain niveau de réversibilité. Cependant, si je pense que je peux trouver un certain niveau de réversibilité, quel que soit le stade, j'exagère quand je dis quel que soit le stade, parce que le stade 4, je n'ai aucune chance de réversibilité. Cependant, je n'ai pas je ne dis pas une indication, mais je ne vois pas une grande utilité. Mais je dis aux médecins qui veulent l'utiliser, s'ils pensent qu'ils peuvent faire du bien aux patients pour une autre raison qui ne serait pas rénale, peut-être cardiovasculaire, de protection cardiaque, pour réduire le remodeling, c'est-à-dire ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, je n'ai rien contre. OK, merci Jean-Edouard. Alors, une question d'une personne qui est toujours présente avec nous. Et bien qu'elle prévient, la question n'a pas de rapport avec le sujet de ce soir, mais on va la répondre quand même ce soir. Quelqu'un me dit, alors en parlant, et lui dit en buvant une infusion de feuilles de Nîmes, on peut arriver à contrôler le diabète. Je réponds personnellement,
à ma connaissance, je n'ai pas dans mes connaissances une étude qui aurait été faite avec la feuille de Nîmes. Cependant, du fait que ce thé est amer, dans notre conception haïtienne, si c'est amer, eh bien, ça peut, et les personnes ont l'habitude de goûter leurs urines, donc en buvant les thés amers, et Asorosi et j'en passe, ils voient que la saveur sucrée diminue au niveau des urines et pour eux, la glycémie a été contrôlée. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc là, et certainement, il faudrait peut-être avoir des études pour pouvoir vraiment confirmer, mais il faut faire attention parce que certaines plantes peuvent être toxiques pour certains systèmes de l'organisme. Une autre question de Jonathan Léosten, et tout du moins une proposition, et je pense que le docteur Jérôme se fera le plaisir de faire le suivi. Bonsoir et merci pour les présentations. Pouvons-nous avoir des exemples pratiques de diète pour nos patients diabétiques dans le contexte national afin de mieux faire l'éducation de nos patients? Certainement, à la FADIMAC, nous avons même établi, nous avons un sous-plat qui montre les portions alimentaires et les groupes à encourager ou à limiter. Et là, vous pouvez nous écrire sur info@fadimac.org ou fadimac@hotmail.com pour faire le suivi. Et Bello, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bon, oui, pas grand-chose vraiment. Donc, pour faire, et il faut dire aussi que lorsqu'on fait l'approche quand même de patients diabétiques pour une diète bien spécifique, il y a des recommandations générales que l'on peut proposer à un patient par rapport à ce que je viens de dire pendant la présentation et par rapport aux réductions qu'il faut faire. Mais si on doit faire une diète spécifique, il faut le voir cas par cas. Non, c'est-à-dire qu'il y a des recommandations, mais si on doit avoir une diète spécifique pour un patient, il faut voir la présentation clinique du patient, ses paramètres cliniques et paracliniques pour savoir dans quel sens aller vers pour une diète spécifique pour ce patient. Merci. Et question de Dawson Calix. L'étude DAPA, CKD, montre clairement le bénéfice cardiovasculaire et rénal du dapagliflozin chez l'insuffisance rénale avec ou sans diabète. Comment vous voyez l'utilisation des SGLT2 inhibiteurs chez nos patients haïtiens? Au fait, je suppose que cette question... Oui, mais avant de répondre, je voudrais, parce que j'ai un peu rebobiné ma cassette, concernant la première question, pourquoi il y a plus de patients avec insuffisance rénale dans le cas de diabète de type 1, il ne faut pas oublier aussi, il y a un facteur épidémiologique. Et beaucoup de patients avec diabète type 2 vont malheureusement, il faut utiliser le terme, on va les perdre. Bon, si on veut utiliser un euphémisme, on va les perdre pour d'autres raisons avant qu'ils ne fassent l'insuffisance rénale. Il y a ça aussi. Par contre, les patients, je crois avoir répondu, mais quand même, j'ai voulu faire cette précision. Les patients avec insuffisance rénale, avec diabète type 2, vont faire la complication rénale avant probablement de faire d'autres complications cardiovasculaires. Voilà pourquoi nous avons plus de patients avec des complications rénales plutôt que d'autres patients. Et par contre, les patients avec diabète type 2, ils ont plus de complications cardiovasculaires et ils meurent de complications coronariennes avant de mourir d'insuffisance rénale. Il y a ça aussi. Maintenant, je crois, dans le cas des inhibiteurs de sodium glucose transporteur, du transport glucose sodium, des inhibiteurs du transport sodium glucose au niveau tubulaire, il n'y aurait pas de particularité concernant nos patients haïtiens, parce que nos patients haïtiens aux États-Unis ou dans les autres pays, ils utilisent, je vois des patients qui nous reviennent des États-Unis avec cette médication. Le problème, c'est que, bien entendu, en insuffisance rénale, nous n'utilisons pas le metformin, mais la perte de poids chez ces patients, et en plus, les patients avec insuffisance rénale, déjà, il n'y aurait pas de problème dans le cas de l'insuffisance rénale pour utiliser les inhibiteurs. Cependant, comme j'ai dit, la perte de poids et en outre, les patients avec insuffisance rénale, même en phase de début, ils peuvent avoir des anémies importantes, mais en tout cas d'importance croissante. Et tout au moins,
Et en plus, ce sont des patients, à cause de la glycosurie que cette drogue provoque, certainement ça améliore la glycémie, mais à cause de la perte de poids que ces patients, j'ai vu, maintenant, il y a même une combinaison de metformin avec le SLGT. Et j'ai vu des patients vraiment pratiquement cachectiques avec cette combinaison. Est-ce que nous pourrions l'utiliser chez nos patients qui ont déjà d'autres déficiences ou bien d'autres déficits? Certainement, ceux qui peuvent l'utiliser ont des moyens financiers suffisants, mais c'est l'écueil majeur que je trouverais et c'est l'écueil pour lequel je ne déconseillerais pas, mais je mettrais quand même le question mark, comme on dit en anglais. Et si je peux ajouter aussi, ce sont des molécules qui sont excessivement chères. Donc, pas à la portée de nos patients haïtiens en général. Ceux-là qui nous reviennent des États-Unis, certes, ils sont sous Medicare. Donc là, c'est plus facile pour eux d'en avoir. Je dois dire que quand même, il y a une molécule en Haïti qui nous a été présentée récemment. Et je pense que c'est le dapagliflozin. Et cependant, je ne peux pas trop avancer là-dessus. À la FADIMAC, avec les échanges que nous avons avec nos partenaires étrangers, nous avons souvent accès à ces formules que nous utilisons pour nos patients dans nos cliniques médicales populaires. Et là, on est en train de faire une étude pour voir vraiment l'impact sur l'amélioration rénale ou cardiovasculaire chez nos patients. Et sans plus tarder, on termine avec la dernière question et je vous remercie pour votre patience. Donc là, c'est Jean-Renaud Assilus qui demande, merci pour les présentations, quel est l'intervalle glycémique cible chez les patients diabétiques type 1 et type 2? Bello, tu veux répondre? Oui, bon, comme c'est une approche qu'on a eue déjà avec les premières présentations, mais toujours est-il quand même, il faut toujours voir actuellement le patient cas par cas en clair. Et je m'explique surtout actuellement pour le patient diabétique de type 2, vraiment actuellement, il faut voir aussi actuellement la tranche d'âge, il faut voir exactement les complications concomitantes et tout. Donc, il y a des recommandations générales, par exemple, si on va dans le général, par exemple, pour un patient diabétique de type 1, comme c'est jeune, plus ou moins, on est un peu plus strict par rapport à ces contrôles glycémiques. Donc, on précise, on recommande quand même actuellement des contrôles glycémiques à jeun, généralement compris entre 100, inférieur à 110 ou bien compris, ou bien encore inférieur à 110 ou encore inférieur à 130 au plus haut point. Et un hémoglobine glyquée, généralement, qui est dans le cadre général, plus ou moins inférieur à 7%. De même aussi pour la glycémie postprandiale, généralement, comme c'est un jeune, généralement, on est un peu plus strict, donc on admet quand même un contrôle glycémique 2 heures après repas, généralement inférieur à 170. Et par exemple, pour un adulte, on peut arriver jusqu'à 180, 190 et même jusqu'à 200, dépendamment de la complexité ou encore des complications concomitantes que présente le patient déjà. Donc, il y a plusieurs approches, mais cependant, ce qui est universel, ce qu'on essaie quand même de garder, c'est surtout l'hémoglobine glyquée, normalement qui reste toujours des objectifs pour un jeune adulte ou encore pour un enfant généralement inférieur à 7%. Mais là aussi, il faut voir aussi actuellement l'âge du patient et aussi actuellement les autres approches concomitantes que présente le patient. Par exemple, pour un adulte actuellement qui est limité ou encore un adulte de plus de 65 ans, généralement qui a d'autres complications cardiovasculaires qui généralement présentent des risques hypoglycémiques assez élevés. Donc, on peut quand même actuellement admettre que ce patient arrive à une hémoglobine glyquée généralement inférieure à 8 ou encore inférieure à 8,5%. Et une dernière question qui nous a échappé, qui a été plutôt dans le chat et qui vient du docteur Réginald Arnaud. Bonsoir Réginald. Donc, au docteur, cette question est adressée au docteur Laferrière. Quels paramètres, s'il y en a, peuvent faire dire définitivement peuvent diagnostiquer la néphropathie diabétique sans attendre 3 mois?
J'ai répondu dans le chat au docteur nous. Donc, en fait, si j'ai la rétinopathie diabétique, oui, si j'ai la rétinopathie diabétique et que je n'ai pas d'autres critères, d'autres pathologies rénales, comme par exemple ceux que j'avais cités, comme les globules rouges dysmorphiques, ou bien une leucocyturie sans bactériurie, je n'attends pas forcément 3 mois. Les 3 mois, c'est vraiment pour l'albuminurie, pour vraiment établir la chronicité. OK. Et au docteur Buteau, est-ce que la pentoxyphiline est donc un médicament incontournable dans la prévention de la néphropathie diabétique et à quel moment l'introduire? Et ça, c'est ça notre... Incontournable, c'est un peu fort, mais je pense que c'est un médicament auquel on doit penser. Et personnellement, pas seulement dans le cas de la néphropathie diabétique, dans beaucoup d'autres néphropathies, le problème c'est que ce n'est pas seulement les effets rhéologiques qui sont importants dans le cas de la néphropathie diabétique, pardon, dans le cas en général des néphropathies, il y a un effet anti-inflammatoire aussi de la pentoxyphiline. Et c'est cet effet anti-inflammatoire dont nous essayons de tirer profit dans le cadre de... Donc, je pense que utiliser le terme incontournable, lorsque nous avons ces patients qui sont déjà hyper médiqués, super médiqués, qui reçoivent beaucoup de drogues, on peut toujours essayer parfois d'alléger. Et on peut dire là pareil pour la spironolactone, on peut dire la spironolactone, ce n'est pas l'effet diurétique, ce n'est pas l'effet anti-inflammatoire. Il y a les effets anti également, PAI-1, qui est l'inhibiteur de la PAI-1 qui est utilisé. Donc, je pense que la pentoxyphiline est fortement conseillée. C'est ce que je dirais en définitive, est fortement conseillée, mais je n'utilisais pas le mot incontournable. Ben, je vous remercie tous, vraiment, et ça a été une session très intéressante. Ce n'est pas parce que j'y suis, mais parce que vraiment, le docteur Buteau et le docteur Laferrière, et aussi bien le docteur Jérôme, ils ont pu vraiment couvrir le sujet. Donc là, et c'est vrai que depuis le début, nous disons que nous aurons les présentations sur notre page web. On travaille toujours là-dessus. Ce qui se passe, c'est que c'est tellement, les sessions sont tellement importantes et longues et lourdes. Donc, il nous faut trouver un moyen pour les séparer. Et ça peut prendre un petit peu de temps, mais ne vous découragez pas. Ce sera présent sur nos plans, sur notre website, fadimac.org. J'espère avant la dernière session et de cette enceinte de Zoom sur le diabète adressée surtout au personnel médical. Et pour le mois de juillet, nous aurons des émissions chaque jeudi à l'adresse des patients où un patient aura à témoigner et un médecin aura à parler. Merci et je vous souhaite une bonne soirée et merci aux présentateurs pour toutes les informations vraiment super de dernière date dont ils nous ont fait bénéficier. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde, merci. Merci Fadimac et compliments encore.